Le réveil sur la table de chevet affichait 23h47 quand j'ai remarqué le silence pour la première fois. Pas le genre paisible qui accompagne une maison endormie, mais le silence lourd et étouffant qui presse votre poitrine et rend chaque respiration délibérée. Elle aurait dû être rentrée il y a 2 heures. J'ai pris mon téléphone pour ce qui devait être la 20e fois, mon pouce planant au-dessus de sa photo de contact. Cette photo de notre dîner d'anniversaire où elle riait de quelque chose que j'avais dit. Ses yeux se plissaient au coin, un verre de vin levé pour porter un toast. L'image semblait se moquer de moi maintenant, un instantané d'une époque plus simple où les nuits blanches étaient rares et toujours justifiées. L'appel a de nouveau été redirigé vers la messagerie vocale. Salut, c'est moi. Je sais que tu es probablement occupé à boucler des dossiers au bureau, mais appelle-moi quand tu auras ce message. D'accord ? Je commence à m'inquiéter. J'ai essayé de garder une voix stable, voire détachée, mais le tremblement à la fin m'a trahi. Ce n'était pas son genre. En 12 ans de mariage, elle n'avait jamais disparu comme ça. Même pendant ses projets les plus prenants, elle m'envoyait un petit texto, un emoji cœur, je suis en retard, quelque chose pour me rassurer. Je me suis dirigé vers la fenêtre du salon, tirant le rideau pour fixer l'allée vide. Le lampadaire projetait de longues ombres sur le trottoir, et chaque paire de phares qui apparaissait au bout de notre rue faisait bondir mon cœur, pour le laisser retomber aussitôt qu'elle passait. Minuit est arrivé et reparti. J'ai appelé son bureau. Pas de réponse. Bien sûr qu'il n'y en aurait pas. Le bâtiment devait être bien verrouillé à cette heure-ci. Les vigiles faisaient leur ronde dans les couloirs vides. J'ai appelé sa meilleure amie, Camille, la réveillant avec des excuses qui se bousculaient dans ma bouche. Elle a quitté le bureau vers 20h30, a dit Camille, la voix empâtée par le sommeil et une inquiétude grandissante. Nous étions en appel vidéo jusque-là. Elle avait l'air fatiguée, elle a dit qu'elle rentrait directement à la maison. As-tu? J'ai tout essayé, les jeux interrompus. Peut-être qu'elle n'a plus de batterie. Tu sais comme elle oublie parfois de le charger. Mais cela n'expliquait pas pourquoi elle n'était pas à la maison. C'était à 40 minutes de route de son bureau, 1 heure tout au plus avec la circulation. Même avec un téléphone déchargé, elle aurait dû passer la porte il y a des heures. À 1h30 du matin, j'ai appelé les hôpitaux. Mes mains tremblaient en composant chaque numéro, ma voix dépassant à peine le murmure en la décrivant. Des cheveux châtains qui tombaient juste en dessous des épaules, des yeux noisettes, une petite cicatrice sur le sourcil gauche due à un accident d'enfance. Personne correspondant à sa description n'avait été admis. Je ne savais pas si je devais me sentir soulagé ou plus terrifié encore. À 2h du matin, je faisais les 100 pas dans la cuisine, le téléphone serré dans ma main comme une bouée de sauvetage. J'ai pensé à appeler la police, mais que dirais-je? Ma femme a 3 heures de retard. Il me dirait d'attendre, que les adultes ont le droit d'aller et venir à leur guise, qu'il fallait laisser passer 24 heures avant de signaler une disparition. 24 heures. Cette pensée m'a retourné l'estomac. J'ai repassé notre dernière conversation dans ma tête, cherchant des indices qui auraient pu m'échapper. Elle m'avait appelé pendant sa pause déjeuner, la voix tendue par l'épuisement. Plus qu'une proposition à terminer, avait-elle dit. Ensuite, peut-être que les choses se calmeront. Il y avait eu autre chose dans son ton. Quelque chose que je n'avais pas réussi à identifier sur le moment. De la résignation, peut-être. Ou était-ce quelque chose de plus profond? La maison craquait autour de moi. Chaque son était amplifié dans le silence. Le réfrigérateur bourdonnait. Le système de chauffage s'est déclenché. Quelque part dehors, un chien a aboyé. Des bruits normaux, des bruits domestiques. Mais cette nuit, il me semblait étranger, comme si je les vivais pour la première fois. Je me suis assis sur le canapé en regardant la porte d'entrée, la suppliant de s'ouvrir. Mon esprit s'est égaré dans des scénarios de plus en plus sombres, accidents de voiture, enlèvement, crise cardiaque. Elle avait été si stressée dernièrement, travaillant des journées de 12 heures, sautant des repas, les épaules en permanence tendues comme des cordes d'arc. À quand remontait la dernière fois que je l'avais vraiment regardée? Pas juste un coup d'œil furtif de l'autre côté de la table à manger ou un baiser rapide le matin avant de partir, mais vraiment regarder. À quand remontait la dernière fois où je lui avais demandé comment elle se sentait? Pas au sujet du travail, des emplois du temps ou des listes de courses, mais à propos d'elle, de ses espoirs, de ses peurs, du poids qu'elle portait. La culpabilité m'a recouvert comme un linceul alors que la nuit s'étirait,
et les premières lueurs de l'aube ont commencé à éclaircir le ciel. Mon téléphone a vibré à 6h23, me tirant d'un demi-sommeil dans lequel j'avais sombré sur le canapé. J'ai bondi dessus, le faisant presque tomber dans mon désespoir pour déverrouiller l'écran. Un message d'elle. Mon soulagement a été si intense que j'en ai eu la tête qui tourne. Mais en commençant à lire, une anxiété d'un tout autre genre s'est insinuée. Ce n'était pas un simple texto, désolé, plus de batterie. Le message était long, très long, et tandis que mes yeux parcouraient les premières lignes, j'ai réalisé qu'il s'agissait de toute autre chose. Je vais bien. J'ai besoin que tu saches ça en premier. Je suis en sécurité. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu te joindre. Mon téléphone s'est éteint vers 21h et j'ai essayé de trouver un moyen de te contacter depuis. Je suis dans une auberge à Rive-en-Seine. À environ 110 km à l'ouest de la ville. Laisse-moi t'expliquer ce qui s'est passé, car il y a beaucoup de choses que je dois te dire, et pas seulement sur la nuit dernière. Je me suis enfoncé dans le canapé, mes mains se stabilisant tandis que je continuais ma lecture. Je suis parti du bureau à 20h45, plus tard que ce que j'ai dit à Camille, parce que j'avais besoin d'un peu de temps seul. J'ai beaucoup eu besoin de temps seul dernièrement, et je ne crois pas que tu l'aies remarqué. Ou peut-être que si. Et que nous faisons tous les deux semblant que tout va bien. J'ai pris la route départementale 47 au lieu de prendre l'autoroute. Je sais que c'est plus long, mais je ne pouvais pas affronter la circulation, les lumières, le bruit. J'avais besoin de silence. Ou du moins d'un bruit différent de celui qui remplit ma tête depuis des mois maintenant. À environ 50 km de là, la voiture a commencé à faire ce terrible bruit de grincement. Puis de la fumée est sortie du capot. Je me suis garé sur ce tronçon de route sombre. Avec rien d'autre que des champs de chaque côté et ces grands pins qui ressemblent à des ombres dans la nuit. C'est là que mon téléphone s'est éteint. Bien sûr qu'il s'est éteint, parce que c'est comme ça que ces choses-là fonctionnent dans les films. Pas vrai? Sauf que ce n'était pas un film. Et j'ai eu vraiment peur. Je pouvais l'imaginer là-bas, seul sur cette route sombre, et ma poitrine s'est serrée d'une peur rétrospective. Pourquoi n'avait-elle pas pris l'autoroute? Et que voulait-elle dire par « avoir besoin de temps seul » ? J'ai attendu peut-être 20 minutes avant de voir des phares. Une voiture de gendarmerie, Dieu merci. Le gendarme, un homme plus âgé aux yeux bienveillants, m'a dit que la dépanneuse la plus proche ne sortirait pas avant le matin et que l'auberge était à environ 3 km. Il m'y a conduite lui-même, a attendu pendant que je prenais ma chambre. Et a même donné sa carte à l'aubergiste au cas où il y aurait le moindre problème. La chambre est petite et sent la lavande et le vieux bois. Il y a un téléphone à cadran. Tu y crois, toi? Mais quand j'ai essayé de t'appeler, j'ai réalisé que je ne connaissais plus ton numéro par cœur. N'est-ce pas terrible? 12 ans de mariage et je n'arrive pas à me souvenir des 10 chiffres qui me relient à toi. Je ne connais plus le numéro de personne. Ce ne sont plus que des noms dans mon téléphone. Et sans mon téléphone, je pourrais tout aussi bien être échoué sur une île déserte. Alors, je suis resté assise ici toute la nuit, seul avec mes pensées. Et c'est là que tout a commencé à se fissurer. J'ai fait une pause, le cœur battant. Il y avait une transition dans le message ici, un passage de l'explication des faits de sa situation à quelque chose de plus vulnérable, de plus brut. Je dois te parler de ce qui se passe au travail. Pas seulement les longues heures. Tu es au courant pour ça, mais ce que ces heures me font subir. Il y a 3 mois, mon directeur m'a convoqué dans son bureau et m'a annoncé qu'il y allait avoir une réorganisation. Toute mon équipe, les gens avec qui je travaille depuis 5 ans, allaient être licenciés. Mais pas moi. J'étais promu, on me confiait leurs responsabilités en plus des miennes, parce que j'étais la plus compétente. Ce sont ces mots exacts. J'aurais dû me sentir honoré. À la place. J'ai eu la nausée. C'étaient mes amis, mes collègues. J'étais allé aux anniversaires de leurs enfants. Je connaissais leurs rêves, leurs luttes, et on attendait de moi que je leur passe dessus, que j'absorbe leur travail, et que je sois reconnaissante pour cette opportunité. J'ai dit oui. Bien sûr. J'ai dit oui, parce que c'est ce qu'on fait, n'est-ce pas? On accepte la promotion, l'augmentation. Le titre? On ne pense pas au prix à payer jusqu'à ce qu'on y soit depuis 3 mois et qu'on réalise qu'on n'a pas dîné avec son mari avant 21h depuis des semaines.
On n'y pense pas jusqu'à ce qu'on se retrouve à pleurer dans sa voiture dans le parking souterrain parce qu'on a croisé Camille. La seule qu'ils ont gardée à part moi. Et on ne peut pas la regarder dans les yeux parce qu'on sait toutes les deux qu'on a profité de la douleur des autres. J'ai dû arrêter de lire un instant. Elle ne m'avait jamais rien dit de tout ça. La promotion il y a 3 mois, nous l'avions fêtée au champagne. Elle avait souri, avait dit qu'elle était impatiente de relever ces nouveaux défis. Quand avait-elle cessé de me dire la vérité? Ou quand avais-je cessé de poser les bonnes questions? Chaque jour, je m'assois à mon bureau en gérant le travail de 4 personnes. Et je le fais bien parce que je suis doué dans ce que je fais. Mais je meurs aussi un peu plus de l'intérieur chaque jour. J'ai pensé à démissionner peut-être 100 fois. J'ai rédigé des lettres de démission dans ma tête pendant des réunions. Imagine le soulagement de franchir ces portes et de ne jamais revenir. J'ai dû me lever, faire les 100 pas tout en continuant ma lecture. La lumière du matin inondait maintenant les fenêtres, mais je le remarquais à peine. Toute mon attention était concentrée sur ces mots. Cette confession qui jaillissait de ma femme comme l'eau d'un barrage rompu. Mais je ne t'ai jamais rien dit de tout ça parce que je ne savais pas comment faire. Nous sommes devenus si doués pour les conversations superficielles, n'est-ce pas? Nous parlons de ce qu'on mange ce soir, de qui doit sortir les poubelles. De s'il faut changer le filtre de la chaudière. Des sujets sûrs, des sujets gérables. Mais sous tout ça, je me noie. Et je crois que tu nages juste assez loin pour ne pas avoir à l'admettre. Cette nuit, assise dans cette chambre étrange avec son papier peint à fleurs et son lit qui grince. J'ai dû affronter quelque chose que j'évitais. Je ne suis pas heureuse. Je n'ai pas été heureuse depuis longtemps. Et ce n'est pas seulement le travail. Le travail est le symptôme, pas la maladie. Tu te souviens de nos débuts? Quand nous nous sommes mariés? On restait éveillés jusqu'à 2 heures du matin pour parler de tout et de rien. Tu me parlais du livre que tu lisais, et je te racontais un truc ridicule qui s'était passé au boulot, et on riait à en avoir mal au ventre. On faisait des projets. De grands projets impossibles comme voyager en Islande, apprendre à faire de la voile, monter notre propre entreprise. Nous allions vivre intensément. Tu te souviens, on s'était dit qu'on ne deviendrait jamais ces gens qui se contentent de faire les choses par automatisme. Mais c'est exactement ce que nous sommes devenus. Je ne sais pas quand c'est arrivé. C'était peut-être progressif, si l'on qu'aucun de nous ne l'a remarqué avant de s'être éloigné de plusieurs kilomètres. Ou peut-être était-ce soudain, un de ces moments où l'on cligne des yeux et tout est différent. Mais nous étions tous les deux trop occupés pour nous arrêter et le reconnaître. J'ai été en colère contre toi. Pour être honnête. En colère que tu n'aies pas remarqué à quel point je luttais. En colère que tu sembles te contenter de notre existence superficielle alors que j'étouffais en dessous. Mais en restant assise ici seule toute la nuit, j'ai réalisé que ce n'était pas juste. Parce que je ne te l'ai pas dit. J'ai tout gardé à l'intérieur, j'ai fait bonne figure, et ensuite je t'en ai voulu de ne pas voir à travers. J'ai aussi été en colère contre moi-même, pour avoir accepté cette promotion, pour ne pas avoir défendu mon équipe. Pour avoir travaillé des semaines de 70 heures en me convainquant que c'était temporaire, que les choses allaient se calmer, que j'avais juste besoin de surmonter cette mauvaise passe. Pour avoir oublié que la vie n'est pas quelque chose qui arrive plus tard. Elle se passe en ce moment même. Et je suis en train de la rater. J'ai senti des larmes sur mes joues et je les ai essuyées avec impatience. Comment n'avais-je pas vu ça? Il y avait eu des signes, sûrement, la façon dont elle avait commencé à passer plus de temps dans son bureau à la maison, la porte fermée. L'épuisement dans ses yeux qui allait bien plus loin que la fatigue physique, les conversations qui étaient devenues plus courtes, plus transactionnelles. Mais je m'étais dit qu'elle était juste occupée, que c'était une période exigeante au travail. J'avais proposé de m'occuper davantage de la maison, pensant que c'était ce dont elle avait besoin. Je n'avais jamais posé les questions difficiles. Est-ce que tu vas bien? De quoi as-tu besoin? Comment puis-je vraiment t'aider? Il y a autre chose que je dois te dire. Quelque chose qui a rendu la nuit dernière encore plus surréaliste. Vers 3 heures du matin, je n'arrivais pas à dormir, alors je suis descendu dans la salle commune de l'auberge. Il y avait une vieille femme là-bas, la mère de l'aubergiste, je crois. Assise dans un fauteuil à bascule, en train de tricoter à la lueur d'une lampe. Elle ressemblait à un personnage de conte de fées. Des cheveux argentés en chignon, des lunettes à monture métallique, des doigts qui bougeaient avec une aisance expérimentée.
Elle m'a demandé si je voulais du thé. Et avant même de m'en rendre compte, nous étions en train de discuter. Je lui ai parlé de la voiture, du fait d'être en panne. Et puis, je ne sais comment, je me suis retrouvé à lui raconter tout le reste, le travail, la promotion, le sentiment d'être perdu dans ma propre vie. Elle a juste écouté. Ses aiguilles cliquetant en rythme, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai terminé, elle est restée silencieuse un long moment. Puis elle a dit quelque chose auquel je n'arrête pas de penser. Parfois, nous avons besoin de tomber en panne pour nous rappeler que nous avons le pouvoir de recommencer. Votre voiture est tombée en panne ce soir, mais peut-être que quelque chose en vous avez besoin de casser aussi. Pour que vous puissiez enfin voir ce qui doit être réparé. J'ai pleuré à ce moment-là. Je me suis assise dans cette étrange salle commune. Avec ses meubles dépareillés et ses mystérieuses taches d'eau au plafond. Et j'ai pleuré devant cette femme que je venais de rencontrer. Elle n'a pas essayé de réparer les choses ou de me dire que tout irait bien. Elle m'a juste tendu des mouchoirs et a continué à tricoter. Me donnant l'espace nécessaire pour ressentir ce que j'avais besoin de ressentir. Et j'ai compris quelque chose. J'ai eu tellement peur de m'effondrer devant toi. Tellement peur que si je te montrais à quel point je luttais, tu me verrais comme faible ou incapable. Tellement peur que tu sois déçu que je ne gère pas tout parfaitement. Mais porter cette peur, me cacher derrière cette façade, m'a écrasé plus sûrement que n'importe quelle quantité de travail ne pourrait jamais le faire. J'ai dû m'asseoir à nouveau. Mes jambes étaient flageolantes. Tout mon monde basculait sur son axe. Elle pensait que je serais déçu d'elle. Elle croyait qu'elle devait être forte tout le temps. Qu'elle devait cacher ses difficultés. Comment en étions-nous arrivés là? J'ai continué à lire. Mon café refroidissait sur la table à côté de moi. Oublié. Je n'arrête pas de penser à la personne que j'étais quand on s'est rencontrés. Tu te souviens? J'étais si sûr de moi, si confiante en ce que je voulais. J'allais changer le monde, ou du moins mon petit coin de monde. J'avais des opinions sur tout. Et je n'avais pas peur de les exprimer. Je riais fort et je ne m'excusais pas de prendre de la place. Quelque part en cours de route, j'ai appris à me faire toute petite. Pas parce que tu me l'as demandé. Tu ne l'as jamais fait. Mais parce que c'était ce qui semblait attendu. Au travail, j'ai appris à adoucir mon langage, à sourire quand j'étais en colère, à dire pardon avant chaque demande. À la maison, j'ai appris à dire que j'allais bien quand ce n'était pas le cas. À gérer mon stress en privé pour qu'il ne soit pas un fardeau pour toi. La promotion a été l'aboutissement de tout ce comportement appris. Ils m'ont promu parce que j'étais devenue excellente pour absorber le stress, pour en faire plus sans me plaindre. Pour sacrifier des morceaux de moi-même pour le bien de l'entreprise. Et je l'ai accepté parce que la refuser aurait signifié me défendre, dire « non, ce n'est pas ce que je veux ». Et j'avais oublié comment faire ça. La nuit dernière, coincé ici dans cet endroit de nulle part. Je m'en suis souvenu. La vieille femme, elle s'appelle Colette, ai-je appris à m'a parler de sa fille qui travaille en ville maintenant. Un gros boulot dans une grande entreprise. Elle a dit que sa fille l'appelle tous les dimanches et qu'elle a l'air de lire un script. Elle a dit que les gens oublient qu'ils ont le droit de changer d'avis, de s'éloigner des choses qui les tuent. Même si ces choses ressemblent à la réussite de l'extérieur. À quoi bon atteindre le sommet, a demandé Colette, si on meurt avant d'y arriver? Cela semble dramatique, je sais, mais en étant assise là à 3 heures du matin dans la salle commune d'une inconnue. Cela m'a frappé avec la force d'une révélation. Je suis en train de mourir. Pas physiquement, mais de toutes les manières qui comptent. Les parties de moi qui font de moi qui je suis, ma curiosité, ma joie, mon sens de l'humour, elles deviennent de plus en plus petites. Affamé d'attention pendant que je nourris la machine de la productivité et de la réussite professionnelle. Et le pire, c'est que j'ai laissé faire. J'ai choisi cela jour après jour, en me disant que c'était nécessaire, que c'était temporaire, que c'était ça, être adulte. Ma gorge était serrée, rendant la déglutition difficile. J'ai pensé à mes propres compromis, aux rêves que j'avais mis de côté car peu pratiques. Nous avions fait cela ensemble, nous réduisant tous les deux lentement à des versions plus petites et plus sûres de nous-mêmes, mais séparément, en silence, sans reconnaître ce que nous perdions. Je dois te dire quelque chose que j'ai peur de dire. Je pense à démissionner. Je n'y pense pas seulement, je vais le faire. Peut-être pas demain. Mais bientôt.
Je ne peux pas continuer comme ça. Même pas pour le salaire. Même pas pour la sécurité. Le coût est trop élevé. Je sais que cela va changer les choses. Je sais que nous devrons ajuster notre budget. Peut-être faire des sacrifices. Je sais que ça peut sembler irresponsable ou impulsif. Mais rester me tue à petit feu. Et j'ai besoin que tu comprennes ça. J'ai besoin que tu me vois vraiment, et pas seulement la version fonctionnelle de moi qui va au travail. Paie les factures et se souvient d'acheter du lait. J'ai peur d'envoyer ce message. Je l'ai réécrit une douzaine de fois dans ma tête, essayant de le rendre plus doux, moins brut. Mais Colette m'a dit autre chose avant que je ne remonte dans ma chambre. La vérité peut faire mal. Mais les mensonges font toujours plus mal. Ils font mal plus lentement, de sorte qu'on ne remarque pas les dégâts avant qu'il ne soit trop tard. Alors, voici la vérité. Toute la vérité est allée dans ce message qui est probablement beaucoup trop long et beaucoup trop lourd pour 6 heures du matin un mercredi. Je ne suis pas heureuse de ce que je suis devenue. Je suis fatiguée de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Je suis épuisée de porter tout ça toute seule. Tu me manques. Pas le toi qui vit dans la même maison que moi. Mais le toi avec qui je passais mes nuits à discuter. Nous me manquons. Les nous que nous étions avant d'être tellement pris par la survie que nous avons oublié de vivre réellement. Je ne sais pas si nous pouvons retrouver le chemin vers ça. Peut-être que trop de temps a passé. Peut-être que trop de distance s'est creusée entre nous. Peut-être que nous avons trop changé. Mais je veux essayer. J'ai besoin d'essayer parce que cette demi-vie que nous menons ne me suffit plus. Elle ne me suffit plus à moi. Et je ne crois pas qu'elle te suffise à toi non plus. Même si tu ne te le laisses pas encore avouer. J'ai dû m'arrêter de lire pour m'essuyer les yeux à nouveau. Elle avait raison sur tout. Moi aussi, je m'étais laissé porter, faisant les choses par automatisme, me disant que c'était simplement à ça que ressemblait la vie une fois la lune de miel terminée. Nous étions devenus des colocataires qui dînaient de temps en temps ensemble. 2 personnes gérant un foyer au lieu de 2 personnes construisant une vie. À quand remontait la dernière fois où je lui avais vraiment parlé ? À quand remontait la dernière fois où je lui avais demandé à quoi elle rêvait ? Le message a continué, et je sentais qu'il menait vers quelque chose, vers ce qui nous attendait ensuite. La dépanneuse sera là vers 8 heures ce matin. Ils emmèneront la voiture dans un garage en ville. Et l'aubergiste m'a dit qu'il y a un car qui part pour la ville vers midi. Je devrais être à la maison en début d'après-midi. Une part de moi voulait attendre pour avoir cette conversation en face à face. Mais une autre part de moi savait que si je n'écrivais pas tout maintenant, pendant que je suis encore ici dans cet étrange entre-deux, je pourrais perdre mon courage. Parce que c'est ce que la nuit dernière m'a donné. Du courage ou peut-être juste de la clarté. Quand tout ce qui est familier vous est enlevé, votre téléphone, votre voiture, votre routine normale. Vous vous retrouvez seul avec vous-même et vos pensées. Et mes pensées ont été bruyantes cette nuit. Plus bruyantes qu'elles ne l'ont été depuis des années. Elles m'ont dit que je vis une vie dans laquelle je ne me reconnais pas. Elles m'ont dit que j'ai dit oui à des choses auxquelles j'aurais dû dire non et que je suis restée silencieuse sur des choses dont j'aurais dû parler. Elles m'ont dit que j'ai fait passer les besoins et les attentes de tout le monde avant les miens pendant si longtemps que j'ai oublié quels étaient mes propres besoins. Mais elles m'ont aussi dit autre chose. Il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard pour changer de cap, pour récupérer les parties de soi-même qu'on a laissées s'échapper. Pour recommencer à zéro si c'est ce qu'il faut. Alors, voici ce que je veux vraiment, ce que j'ai eu trop peur d'exprimer. Je veux démissionner de mon travail et prendre du temps pour comprendre ce que je veux vraiment faire de ma vie. Pas ce qui rend bien sur le papier. Ou ce qui paie bien, ou ce dont mes parents seraient fiers, mais ce que je veux. Moi. C'est peut-être monter ma propre entreprise de conseil. C'est peut-être reprendre des études. C'est peut-être quelque chose à quoi je n'ai même pas encore pensé parce que je ne me suis pas donné la permission de rêver. Je veux que nous allions suivre une thérapie de couple. Pas parce que nous sommes brisés de façon irréparable. Mais parce que nous avons perdu notre chemin et je crois que nous avons besoin d'aide pour le retrouver. Je veux réapprendre à te parler. À te parler. Vraiment. Pas juste échanger des informations sur les plannings et les responsabilités. Je veux voyager. Tu te souviens de l'Islande ? Allons-y et dépensons une partie de nos économies et passons 2 semaines à faire de la randonnée et à voir les aurores boréales.
pour nous rappeler ce que ça fait d'être aventureux ensemble. Je veux des dimanches matins paresseux où nous restons au lit à lire et à discuter, sans regarder nos téléphones. Je veux que nous préparions des repas élaborés ensemble comme avant. Même s'ils sont complètement ratés. Je veux rire avec toi. Le genre de rire profond, authentique, qui te fait mal au ventre. Je veux être vu par toi. Et je veux te voir aussi, le vrai toi, pas la version fatiguée et stressée qui, elle aussi, se contente de faire les choses mécaniquement. Je veux savoir de quoi tu as peur, ce que tu espères, ce qui t'empêche de dormir la nuit. Je veux te dire ces choses sur moi-même, sans peur du jugement ou de la déception. Par-dessus tout. Je veux que nous nous rappelions que nous avons le choix. Nous pouvons choisir comment nous vivons, ce que nous priorisons, ce que nous sommes prêts à sacrifier, et ce que nous refusons de sacrifier. Nous avons laissé la vie nous arriver. Mais nous pouvons reprendre le volant. Ce ne sera pas facile et ce ne sera pas parfait, mais ce sera à nous. Délibérément, consciemment à nous. Je ne m'attends pas à ce que tu aies toutes les réponses quand je rentrerai. Je ne m'attends même pas à ce que tu sois d'accord avec tout ce que j'ai dit. Mais j'ai besoin que tu m'entendes vraiment, et que tu sois prêt à avoir les conversations difficiles que nous avons évitées. Si tu peux faire ça, si tu peux me rejoindre dans cet endroit vulnérable et incertain, alors je pense que nous avons une chance. Une vraie chance de construire quelque chose de meilleur que ce que nous avions avant, quelque chose de plus authentique et de plus vivant. Si tu ne le peux pas, ou si tout cela est trop dur, alors nous devons être honnêtes à ce sujet aussi. Car je ne peux pas retourner à la façon dont les choses étaient. Je m'y refuse. Je préfère affronter l'incertitude du changement, même si c'est douloureux, que de continuer à avancer comme une somnambule dans une vie qui a l'air bien de l'extérieur mais qui sonne creux à l'intérieur. Je suis désolé que cela se soit passé ainsi. Je suis désolé que tu te sois inquiété toute la nuit. Je suis désolé d'avoir laissé les choses empirer à ce point avant de dire quelque chose. Mais je suis aussi étrangement reconnaissante. Car parfois on a besoin de tomber en panne sur une route sombre au milieu de nulle part pour réaliser qu'on était perdu depuis un moment. Je t'aime. Je veux continuer à t'aimer. Mais j'ai besoin de m'aimer aussi. Et j'ai besoin que nous construisions une relation où cela est possible. Où nous pouvons tous les deux être des personnes entières. Complexes et imparfaites qui sont honnêtes quant à leurs difficultés et qui se soutiennent à travers elles. À plus tard cet après-midi. Je serai celle avec le sac de voyage et le regard déterminé. Ta femme, qui cherche encore ce que cela signifie, mais qui est enfin prête à le découvrir. Je suis resté assis là un long moment après avoir terminé, le téléphone toujours entre les mains, les larmes coulant maintenant librement sur mon visage. La lumière du matin avait complètement percé, emplissant le salon d'une lueur dorée qui semblait presque trop joyeuse pour le poids de ce que je venais de lire. Mais sous la tristesse, sous la culpabilité et le regret pour toutes les fois où je n'avais pas vu qu'elle luttait, il y avait autre chose. De l'espoir. Elle avait raison sur tout. Nous avions avancé comme des somnambules. Nous nous étions perdus quelque part en chemin, individuellement et en tant que couple. Mais elle avait aussi raison sur le fait qu'il n'était pas trop tard. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à taper une réponse, puis je me suis arrêté. Cela méritait plus qu'un texto. Cela méritait que je sois présent, que je sois là, que je réponde à sa vulnérabilité par la mienne. J'ai passé la matinée à nettoyer la maison, pas parce qu'elle avait besoin d'être parfaite, mais parce que j'avais besoin de faire quelque chose de l'énergie nerveuse qui me traversait. J'ai préparé sa soupe préférée, celle que sa grand-mère faisait. J'ai sorti les albums photos que nous n'avions pas regardés depuis des années et je les ai étalés sur la table basse, comme des rappels de qui nous avions été, des petits cailloux pour retrouver notre chemin vers nous-mêmes. Quand j'ai entendu la clé dans la serrure vers 14 heures, mon cœur battait à tout rompre. Elle a franchi la porte avec un air épuisé. Ses cheveux étaient tirés en arrière en une queue de cheval négligée. Ses vêtements de la veille étaient froissés. Mais ses yeux étaient différents, plus clairs, d'une certaine manière, plus présents. Nous sommes restés là un moment, juste à nous regarder vraiment, peut-être pour la première fois depuis des mois. J'ai lu ton message, ai-je fini par dire. En entier. Plusieurs fois. Elle a hoché la tête, posant son sac, les mains tremblant légèrement. Je suis tellement désolé, ai-je continué, la voix brisée. Je suis désolé de n'avoir rien vu. Je suis désolé d'avoir laissé les choses se perdre à ce point. Je suis désolé de m'être laissé porter aussi,
de faire semblant que tout allait bien quand ce n'était pas le cas. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus tôt, a-t-elle dit doucement. J'ai traversé la pièce et je l'ai prise dans mes bras, et elle s'est effondrée contre moi. Nous pleurions tous les deux à présent, des mois d'émotions inexprimées trouvant enfin un exutoire. L'Islande, ai-je murmuré dans ses cheveux. Allons en Islande. Démissionnons, allons en thérapie, et passons des dimanches matins paresseux. Découvrons qui nous sommes maintenant et qui nous voulons être ensemble. Vraiment? Elle s'est reculée pour me regarder, un petit sourire perçant à travers les larmes. Vraiment? J'ai peur et je n'ai pas toutes les réponses non plus. Mais tu as raison. Cette demi-vie n'est pas suffisante. Pas pour toi, pas pour moi. Pas pour nous. Alors, construisons quelque chose de meilleur. Construisons quelque chose de vrai. Nous avons passé le reste de l'après-midi sur le canapé à discuter comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Je lui ai parlé de mes propres peurs, de mon propre sentiment de m'être perdu. Elle m'en a dit plus sur le travail, sur les collègues qu'elle avait perdus, sur la trahison quotidienne de ses propres valeurs. Nous avons pleuré, ri et nous nous sommes serrés dans les bras l'un de l'autre, les albums photos oubliés sur la table parce que nous étions trop occupés à créer de nouveaux souvenirs, à commencer par maintenant. La route à venir ne serait pas facile. Elle quitterait son emploi et nous devrions nous ajuster. Nous allions commencer une thérapie et découvrir des vérités douloureuses sur nous-mêmes et sur l'autre. Nous aurions des disputes, des revers et des moments de doute. Mais nous aurions aussi des matins où nous resterions au lit à discuter jusqu'à midi. Nous aurions nos blagues complices et des aventures, et le travail lent et délibéré de construire une vie qui sonnait vraie. Nous nous rappellerions qu'une panne, que ce soit celle d'une voiture ou d'une vie, n'était pas la fin. Parfois, ce n'était que le début, le moment où l'on arrête enfin de faire semblant pour commencer à vivre. Alors que le soleil de l'après-midi pénétrait par les fenêtres, donnant à chaque chose une teinte dorée, j'ai regardé ma femme, je l'ai vraiment regardée, et je n'ai pas seulement vu qui elle avait été ou qui elle essayait d'être, mais qui elle était en ce moment précis. Courageuse, honnête, imparfaite, et choisissant d'essayer. Et j'ai fait ce choix, moi aussi. Pas le chemin facile, mais le vrai. Pas la vie qui avait l'air belle de l'extérieur, mais celle qui semblait authentique de l'intérieur. Nous n'avions pas toutes les réponses, mais pour la première fois depuis longtemps, nous posions les bonnes questions, et nous les posions ensemble. Cela, je m'en suis rendu compte, c'était l'essentiel.